Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Et on démarre avec cette question. Où sont passés les profs? À travers une enquête, le journaliste et auteur Mathieu Bosque part à la rencontre de ses enseignants et de leur vocation. On en parle avec lui dans la première partie de l'émission. Mettre en lumière les talents et les compétences des personnes en situation de handicap, c'est la mission de la bien nommée association Les Extraordinaires. On en parle avec notre invité en seconde partie. Dans son panorama, Shirley Adélaïde vous emmène au théâtre où la bande dessinée à succès Podum est adaptée. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actu avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la garde à vue du chauffeur se poursuit après cet accident de car scolaire survenu hier en Eure-et-Loir. Un accident qui a fait un mort, une lycéenne de 15 ans et 20 blessés. Oui, le car s'est renversé sur une route sinueuse. Âgé de 26 ans, le conducteur a été testé positif au test salivaire aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour savoir si toutes les conditions étaient réunies. Faut-il plus de contrôle néanmoins et plus de contrôle de dépistage des chauffeurs? La réponse du ministère des Transports, Philippe Tabarou. Il est indispensable de multiplier les contrôles. J'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur et nous allons mettre en place dans les jours qui viennent des contrôles approfondis. Bien sûr, saisir également toutes les entreprises de transport pour qu'elles puissent le faire de manière concomitante. Et puis travailler sur des systèmes qui, un peu comme les éthylotests à une certaine époque et notamment obligatoires depuis 2015, ont réussi à prévenir et les contrôles, notamment sur la consommation de l'alcoolisme qui a été pendant de grandes années un fléau. C'est techniquement trouver la possibilité d'opérer un contrôle en amont et qu'une personne qui est sous l'emprise de stupéfiants ne puisse pas faire démarrer son bus, son car ou son camion, son véhicule tout simplement. En attendant le renforcement de ces contrôles, les élèves du lycée Émile Zola de Châteaudun sont sous le choc, comme Julia qui ne se sent plus aussi sereine de prendre le bus. Il va y avoir cette petite crainte dans le bus de est-ce que je vais arriver au lycée ou pas. On va quand même se dire mais est-ce qu'il conduit bien, est-ce qu'il va pas prendre des trucs trop vite. Et c'est vrai que ça va peut-être éveiller un peu de psycho, je dirais, chez les gens. C'est déjà pas la première fois que je connais ce genre de comportement avec les conducteurs de bus qui font pas forcément attention. D'autres élèves réfléchissent à d'autres moyens de transport pour se rendre au lycée. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place au centre de secours de Châteaudun, à proximité du lieu de l'accident. Par ailleurs, des médiateurs seront présents toute la semaine prochaine dans les quarts de la ligne concernée par cet accident pour accompagner les enfants, a fait savoir la région Centre-Val de Loire. Environ 200 personnes ont manifesté devant la préfecture de Metz en Moselle en soutien à la jeune fille originaire du Burkina Faso, interpellée mercredi dernier en plein cours par les gendarmes. Elle avait ensuite été reconduite à la frontière en Belgique. Qui a donné l'ordre aux gendarmes de venir chercher une élève de 14 ans dans son collège Paul Verlaine à Mézières-les-Metz pour l'expulser dans le pays voisin? Les manifestants voulaient comprendre. Le directeur de la gendarmerie a admis qu'il y avait eu une erreur collective. L'école doit être un lieu de sécurité et de sérénité pour le personnel de l'éducation. C'est aussi l'avis du maire de Talange au micro d'Ici Lorraine. Ce matin, on écoute Patrick Abaté. J'ai tout de suite écrit au préfet, j'ai tout de suite écrit au recteur pour demander ce qui s'était passé, puisque de toute évidence, 1, c'était contraire à la réglementation, et puis 2, c'est contraire aux valeurs républicaines qu'on défend tous et toutes, sur le fait que l'intérêt supérieur d'un enfant dans sa scolarité, sauf s'il y a un trouble de l'ordre public, danger imminent, il doit prévaloir sur tout problème administratif. Enfin, c'est d'une évidence absolue. Notre boulot à nous, c'est de défendre les valeurs républicaines et de faire que la loi s'applique. Maintenant, les choses sont claires. La ministre s'est exprimée. Si on n'avait rien dit, si on ne s'était pas mobilisé, si on n'avait pas posé la question, personne n'aurait rien dit et on aurait eu, encore une fois, peut-être une erreur de ce type. Peut-être qu'il y en a eu avant des erreurs qu'on n'a même pas su. Là, au moins, nous aurons provoqué cette réaction et maintenant, dans tout le pays, les choses sont claires. En effet, la ministre de l'Éducation nationale s'est exprimée. Elle a rappelé au recteur que les interventions par les forces de l'ordre liées aux procédures d'éloignement dans les établissements scolaires sont interdites depuis 12 ans. Elisabeth Borne qui suit également la rentrée scolaire à Mayotte qui a eu lieu ce lundi. La ministre est en visite dans l'archipel en ce moment. Oui, Elisabeth Borne est venue faire un état des lieux plusieurs jours après la reprise des cours. Elle s'est rendue dans plusieurs établissements scolaires du premier et du deuxième degré. Des établissements qui
organise des cours par demi-journée pour mutualiser les salles de classe, car depuis le passage du cyclone Chido en novembre dernier, les dégâts sur le bâti scolaire sont importants, avec des écoles dégradées, voire détruites. Mais la ministre de l'Éducation s'est voulue rassurante. Il faut qu'on puisse accueillir les enfants toute la journée et donc on va mener les travaux qu'il faut pour que chacun puisse avoir classe normalement. Par ailleurs, ce sont les fournitures qui manquent aux élèves, qui les ont perdues pendant la catastrophe naturelle. Là aussi, les choses devraient s'arranger selon Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui a promis des kits de fournitures aux jeunes élèves comprenant un crayon, un stylo, de la colle et un cahier. En revanche, ambiance plus tendue du côté de Mamoudzou, où l'humeur était à la contestation. Oui, hier. Car en allant visiter le lycée des Lumières à Mamoudzou, Elisabeth Borne a croisé des manifestants. 1100 enseignants y étaient rassemblés selon l'intersyndicale et la police. Sur leurs banderoles, leurs différentes revendications: augmentation de l'indexation, généralisation de la prime Chido, garantie sur la sécurité des établissements. Enfin, de quoi se faire entendre avant d'en discuter plus posément lors d'une rencontre qui a eu lieu cet après-midi avec la ministre de l'Éducation nationale. Dans le reste de l'actualité, une étude des ministères sociaux révèle qu'une part des jeunes enfants qui vivent avec leur mère ne sont jamais en contact avec leur père. Oui, soit 130 000 enfants au total. Conséquence, ils sont particulièrement exposés à la précarité économique, puisqu'un seul parent est susceptible d'avoir des revenus. 41% de ces enfants font partie des familles les plus précaires économiquement, contre 17% de ceux dont les parents sont en couple. Plus de détails sur cette étude à retrouver sur le site de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Et pour terminer, ça y est, on sait qui va représenter la France à l'Eurovision 2025, un concours très suivi par les jeunes et les moins jeunes aussi. Et oui, c'est Louane, la chanteuse de 28 ans, qui l'a annoncé hier soir sur son compte Instagram. On regarde les vidéos. Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit. Tu l'avais dit à Momo. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi, tu rêvais de m'y voir, maman. Sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Et l'Eurovision se déroulera cette année à Bâle, en Suisse. La finale aura lieu le 17 mai prochain. Vous vous rappelez qui a gagné l'an dernier à l'Eurovision ? C'était l'artiste suisse Nemo, et c'était donc la 68e édition organisée en Suède. Notre représentant Slimane, avec sa chanson Mon amour, était arrivé 4e, juste après la Croatie et l'Ukraine. Et donc pour Louane, on lui souhaite bonne chance et on se donne rendez-vous dans un peu moins de 5 mois. Ben oui, bien sûr, dans la revision que j'ai présentée quand même, franchement. Super concours. On lui souhaite bonne chance à Louane. Merci beaucoup, Shirley. Une crise de la vocation du métier d'enseignant, des formations de plus en plus boudées. Notre invité est parti à la rencontre de ses professeurs et des crises surtout qui agitent leur métier. On en parle tout de suite avec lui dans le Grand JT. Mathieu Bosque, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous êtes auteur de ce livre, À la recherche des profs perdus, aux éditions de l'Aube. C'est une enquête préfacée par Alain Bentolila et Philippe Mérieux, qu'on aime beaucoup recevoir aussi sur le Grand JT. Merci bien de nous consacrer du temps pour parler justement de ces profs. C'est un sujet de société, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas que un sujet sur l'éducation, c'est un sujet sur la société de manière dans son ensemble. Vous commencez votre enquête avec cette introduction où vous dites que vous n'aimez pas écrire. Alors j'étais assez étonnée effectivement, notamment parce que vos professeurs de français vous ont dit que finalement la littérature, le français, c'était pas fait pour vous. Oui, c'est vrai. J'étais assez mauvais élève en français, très faible en orthographe, et puis en dissertation, j'alignais les 4, les 5, les 6. C'était plutôt les maths, mon truc. Écoutez, vous avez bien progressé depuis, parce que c'est fort intéressant. Mais en tout cas, c'était un avant-propos et c'est pour ça que j'en parle. Oui, c'est un avant-propos qui pose le cadre du malentendu, peut-être, entre les élèves et les profs aussi. C'est possible. Après, le malentendu, il peut arriver un peu partout. Parce que je ne suis pas spécialement un mauvais élève, j'ai plutôt bien réussi à l'école. Mais voilà, moi, j'ai eu un petit malentendu sur le français. Et il y en a qui ont des malentendus sur toutes les matières, en particulier au collège. On pourra en revenir un petit peu plus tard, si vous voulez, quand on aura un petit peu plus développé les... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de dire à un élève que c'est pas fait pour lui, alors qu'on sait très bien qu'il peut progresser, c'est une façon de les catégoriser.
Oui, mais il faut aussi voir que l'enseignement français au collège en particulier, il n'est pas fait pour tous les élèves. Il a été fait, quand le collège a été créé dans les années 70, de façon à maintenir le système qui existait avant. Et donc, ce système qui existait avant, il était fait pour aller jusqu'au bac général. Le bac général, on enseignait dans le secondaire français d'avant les années 70, on enseignait le latin, on enseignait des matières qui sont abstraites. Le bac général est un bac qui est basé sur des matières qui sont abstraites. Les mathématiques, la physique. Or, l'abstraction, c'est pas la seule intelligence. La capacité de raisonner avec son cerveau, c'est pas la seule intelligence. Vous voyez, j'ai rencontré dans mes recherches un jeune garçon qui n'a pas eu le brevet, qui n'a pas été très fort à l'école, mais il a 25 ans et aujourd'hui, il construit sa maison tout seul. Bon, moi, j'en suis incapable. Je ne sais pas vous, si vous êtes capable, mais... Ah non, j'en suis incapable, je confirme. Eh bien, ça, pour moi, c'est une haute forme d'intelligence. Bien sûr. Mais une intelligence manuelle. Et donc, de par ce choix des députés dans les années 70 qui ont voulu maintenir cette philosophie et ces enseignements basés sur le bac général, on a des enfants qui sont excessivement intelligents, mais qui vont être capables d'avoir une intelligence humaine, qui vont derrière plus tard avoir des vocations dans le social, être capables de savoir quelle pièce d'un moteur est en panne juste à l'oreille. Et bien ces intelligences-là ne sont pas du tout valorisées dans les matières qu'on enseigne au collège. Donc vous voyez, c'est pas le malentendu, c'est pas que la faute d'un professeur ou la faute d'un élève. C'est aussi peut-être parce que le système est fait pour qu'il y ait une sorte de malentendu. Alors après, si je peux être l'avocat du diable, pour pouvoir construire sa propre maison, même si on est manuel, il faut justement maîtriser les maths aussi. C'est aussi ça qui permet. Mais bien sûr, c'est parce que l'intelligence de la main et l'intelligence abstraite, elles ne sont pas hiérarchisées dans la vraie vie. Par contre, dans nos représentations à nous, je parle beaucoup des travaux d'un philosophe qui s'appelle Crawford, qui est un philosophe un peu particulier, puisque c'est un grand philosophe américain, et en plus de ça, il a un atelier de réparation de motos. Donc, il fait de la philosophie le lundi et le mardi, il change des fourches. Eh bien, il n'y a pas de hiérarchie dans la réalité. Quelqu'un qui sait changer des fourches est capable aussi de faire des raisonnements. En fait, les classes intellectuelles, elles ont une facilité à raisonner avec le rhétorique. On aime bien se convaincre entre nous. Par contre, les classes populaires, eh ben, leur façon de... Leur quotidien fait que, vous voyez, on ne convainc pas un boulon de rentrer dans son écrou. On est beaucoup plus... acteur, finalement, de la situation. Exactement. À propos, justement, de philosophes que vous avez rencontrés, effectivement, de Marseille à Toulouse, en passant par Paris, vous avez vraiment glané toute la France. Vous êtes entretenu avec des noms qui pensent l'école aujourd'hui, peut-être moins que ceux qui, finalement, sont acteurs, justement, qui agissent, c'est-à-dire les enseignants. Bien sûr que vous parlez d'enseignants, bien sûr qu'il y a des rencontres. Mais c'était une volonté pour vous, finalement, d'aller voir du côté de ceux qui réfléchissent à l'école, qui pensent l'école? Alors, il n'y a pas du tout un manque d'enseignants dans le livre. Et d'ailleurs, j'ai plutôt commencé par eux, en réalité, puisque avant d'aller voir des penseurs, moi, avant de commencer ce livre, j'étais conseiller politique, on va dire. Oui. C'est-à-dire qu'un conseiller politique, ça écoute un peu ce qui se passe dans la population. Donc ça a des... Auprès de François Ruffin, c'est ça? Oui, et d'autres politiques aussi. Ça a des espèces de nerfs implantés dans la population, et j'en avais dans les salles des profs. Et donc, c'est ces profs-là qui, en 2017, quand la gauche se relance, que Jean-Luc Mélenchon est en train de faire un carton aux élections, qui me disent, en salle des profs, ça vote pas à gauche, ça accroche pas. Et donc, du coup, je me dis, tiens, mais c'est bizarre parce que ça remet en question un petit peu, voilà, le prof et la gauche, c'est censé être... soudés. Alors justement, on va en parler, parce que ça m'intéresse beaucoup, effectivement, ce point. Vous dites, nous avons parlé des profs qui ne votent plus à gauche, des programmes des partis politiques qui délaissent la crise du sens du métier et qui préfèrent miser sur les moyens ou les salaires. Il faut le reconnaître. À gauche, ça fait des années qu'on s'en tient à deux choses, qui est le budget et le nombre de postes. La moyenne, il y a trop d'élèves par classe, etc. On n'a que ces deux points-là comme discours. Et on s'en contente. Parce que... D'où une sorte de déviation, si je puis dire, vers l'extrême droite des profs qui, au départ, les hussards noirs de la République, ceux qui votaient vraiment à gauche? Alors, il ne faut pas parler de déviation vers l'extrême droite. Il
faut être assez précis sur ce sujet parce que J'ai pas dit dérive, hein. Non, mais c'est pas contre vous du tout. Hein. C'est simplement que je pense que c'est un sujet qui est important pour vous disiez que ça n'intéressait pas que l'école, mais toute la société. Et là, je pense que c'est le cas. Oui. Les profs, il y a 20 ans, le score de l'extrême droite, c'était 2%. Et le score de la gauche, c'était 60-65%. Bon, aujourd'hui, on est passé à 2,65 à 20,45, en gros. Donc, l'extrême droite monte parce que Marine Le Pen et son père avant elle ont changé un petit peu le discours vis-à-vis des fonctionnaires. Avant, les fonctionnaires, c'était la lie de l'humanité. Voilà, fonctionnaires, c'était la pire chose pour l'extrême droite. Puis, ils se sont mis à les décrire comme des victimes d'un système. Et vis-à-vis de l'éducation nationale, Marine Le Pen est allée plus loin. Elle a posé une vision qui est basée sur de l'autorité, du roman national traditionnel, et qui reprend un petit peu la ligne Gabriel Attal-Blanquer, lire, écrire, compter, et répétition, répétition, répétition. Et ça commence à parler aux profs. C'est pas une déviation, mais c'est que, ben oui, il y a des profs, et je parlais encore avec un professeur d'anglais d'un collège d'Amiens le week-end dernier, qui me disait, ben oui, j'ai des collègues qui, en fait, disent, on va faire du mauvais travail, mais au moins ça sera confortable. Et qui, du coup, accrochent un petit peu à ça. Alors, c'est inquiétant un peu comme discours quand même, on va faire du mauvais travail, mais finalement, c'est un peu comme le vote, quoi. C'est-à-dire que, on n'y croit pas, mais finalement, on n'a pas essayé, donc on le fait. Moi, je pense que c'est humain. C'est-à-dire que quand on en a marre, au bout d'un moment, on en a marre. Et par contre, c'est un discours, certes humain, mais qui ne tient pas dans la durée. Parce que, justement, ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que le fond du métier d'enseignant, c'est le sens. Et là, en fait, on parle d'un travail alimentaire. C'est-à-dire, je vais le faire, mais c'est pour être tranquille. Vous pensez qu'il n'y a plus la notion de vocation chez les profs aujourd'hui ? Mais si, justement. Et c'est pour ça que le discours d'extrême droite, en fait, ne tient pas chez les profs. Et c'est pour ça que... Pardon de vous couper, mais c'est pour étayer le propos. Ils ont été 25% à peu près les enseignants à voter Marine Le Pen en 2022. En revanche, après, 47% à avoir choisi la gauche lors des législatives. Donc il y a une vraie polarisation, a priori, du vote des enseignants. Je ne sais pas si on peut parler de polarisation, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que 25%, dans une société et dans des endroits où on est à 50% pour le Front National, c'est encore un bastion. C'est-à-dire qu'en salle des profs, si on est d'extrême droite, on ne le chante pas sur la table. Et donc, en fait, l'extrême droite est loin d'avoir gagné la bataille de la salle des profs. Et ça, c'est un vrai fait important. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Et je pense que ce n'est pas un hasard. C'est lié au fait que l'école a une philosophie qui est tolérante, qui est ouverte, et qui, du coup, inscrit ça dans sa philosophie. Et c'est pour ça que je vous disais que si les profs, je pense, tiennent encore comme ça, c'est parce que ça n'a pas de sens de dire on va faire de l'autoritaire parce que ça sera confortable. C'est l'antithèse du métier d'enseignant. Alors cette crise de sens, justement, elle joue sur l'attractivité du métier, forcément. Il y a les salaires, il y a les conditions de travail, il y a beaucoup de paramètres. Et on en parle évidemment très souvent ici chez School TV. Mais il y a cette notion de sens qui, effectivement, que l'on ressent tout au long de ce livre. Donner envie aux jeunes de faire ce métier. Est-ce que pour vous, c'est mission impossible aujourd'hui ? Alors, c'est mission mal partie. Puisque on était à... Le chiffre qui indique ça, c'est les postes non pourvus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent les concours de profs et il y a des postes à la fin du concours qui sont laissés vacants puisqu'on ne trouve pas de candidats. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que ce n'est pas uniforme sur tout le territoire. C'est dans les académies, on a les enfants les plus pauvres. Donc, on peut faire le lien avec le fait que le niveau des plus faibles baisse aussi, puisqu'ils se retrouvent avec des profs qui ont été recrutés à Pôle emploi et qui n'ont pas du tout de formation. Vous parlez des contractuels quand vous dites ça ? Des job datés. Notamment. Des job datés. C'est la même chose, non ? Non. Job daté, c'est quoi la différence ? Contractuel, c'est un statut, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait des études de pédagogie et ne pas avoir le concours et du coup être contractuel. D'accord. On peut avoir de l'expérience dans l'éducation et être contractuel. Job daté, c'est juridiquement le même statut, contractuel. Oui. Par contre, vous le verrez dans le livre, il y a des gens qui travaillent dans la logistique,
qui se retrouvent à Pôle emploi pour un licenciement économique, et qui ont dit, mais Madame Guillaume, vous avez le CV parfait pour l'éducation nationale, et 14 jours après, vous êtes prof devant la classe de CE2. Tout à fait, et on l'a vu parce que ça a fait un tel tollé, effectivement, à l'Académie de Versailles et de Créteil à l'époque, quand ils ont proposé l'engagement justement pour pallier le déficit de profs, justement l'engagement de contractuel, et c'était 4 jours de formation. Là, a priori, vous parlez dans votre livre d'un peu plus de jours de formation. 14. Voilà, 14. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne vais pas répondre à votre question, vous savez la réponse. Moi, je pose des questions, vous savez. Vous avez raison, mais avec 14 jours de formation, est-ce que vous, si je vous mettais devant la classe de CE2 à Vitry-sur-Seine... Je réponds tout de suite, non. Voilà. Donc, on voit bien qu'on est face à un système qui marche sur la tête. Et je reviens à votre question sur les vocations. Est-ce que c'est possible ? Parce que c'est ça, le remède. C'est est-ce qu'on est capable de créer des vagues d'engagement dans l'éducation nationale ? Alors, comment j'ai pu m'avancer vers ça ? J'ai dû me tourner vers l'histoire. Parce que quand on a un problème, qu'on n'a pas la solution, des fois, c'est pas trop mal de voir si quelqu'un n'a pas déjà réglé le problème à un moment. Et il s'avère que c'est arrivé. Il a fallu remonter loin, mais tout le 19e siècle, on voit que depuis la volonté des révolutionnaires de faire une éducation nationale, c'est-à-dire sur tout le territoire, le premier problème qui se pose quand on a cette volonté-là, c'est qu'il faut des profs. Et donc on en cherche, et on n'en trouve pas, ou on en trouve des pas formés. Et il s'avère que quand la société commence à s'intéresser à la République, à partir des années 1860, que Jules Verne devient une grande star, que les impressionnistes commencent à peindre autre chose que des nus antiques, enfin voilà, qu'on s'intéresse au travail, aux gens, à la République. Eh bien, à ce moment-là, les républicains prennent le pouvoir et ils ne font pas expliquer à la population que c'est l'éducation nationale qui va faire tenir la République, mais l'inverse. C'est-à-dire qu'ils disent aux jeunes qui sont passionnés par la République, écoutez, pendant 100 ans, on a imaginé que les professeurs n'étaient là que pour transmettre du savoir. Nous, on va leur rajouter une deuxième vocation. Maintenant, ils vont devoir instituer la République. Instituer la République, ça veut dire donner le minimum de savoir politique aux enfants pour qu'ils comprennent par eux-mêmes que la République est le meilleur des régimes. Et bien, de faire ça, ça crée une vague d'engagement. Mais aujourd'hui, justement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en gros, on compte sur l'école pour pouvoir créer finalement des citoyens, créer une république. Il y a trop de poids finalement sur les enseignants. Alors, on compte sur l'école pour créer une république, ça n'a pas changé. On a gardé cette brique. On compte encore aussi sur l'école comme au 19e pour transmettre des savoirs. Il y a toujours ces deux vocations. Par contre, oui, il y a aussi trop de poids sur l'école, vous avez raison, parce qu'on lui demande absolument tout. Il y a l'instruction, il y a l'éducation, le fait de devenir citoyen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, en fait, sur le poids des enseignants qui, et on l'a déjà dit suffisamment ici encore à l'instant, qui ont, encore une fois, des conditions de travail difficiles. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a une crise de la vocation, une crise de sens ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plus en lien avec l'égalité et la société en général. Parce que ce qu'on demande à l'école aussi, c'est ça, c'est d'être juste. On dit à l'école, on va tous être à égalité, et avec le mérite, si tu travailles bien, tu vas y arriver. Ça, c'est pas vrai. Et dans une société qui, en plus, devient de plus en plus inégalitaire, c'est pas vrai non plus. Les gens le comprennent bien. Et même, on va un petit peu plus loin. L'école, elle demande aux enfants d'être des gens qui sont ouverts, tolérants, et rajoutons encore désintéressés, qui aiment l'art, etc. Des gens, des citoyens passionnés. À côté de ça, qu'est-ce qu'elle promeut la société ? On a un recul identitaire qui monte. Donc un modèle qui ne correspond pas du tout à la philosophie tolérante de l'école. Et à côté de ça, elle promeut aussi des youtubeurs qui vivent à Dubaï, qui ont des grosses voitures, qui aiment la chirurgie esthétique, et d'autres... je les prends eux, mais je pourrais aussi prendre les grandes marques, le fric. Et donc, du coup, on a une société qui promeut le contraire de ce que les profs sont censés faire. Je pense que la pression... vis-à-vis de l'école, elle est plutôt là. Parce que lui demander de faire des citoyens, elle a réussi à le faire pendant 100 ans, elle y arrive encore aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se dire aussi. La majorité des gens qui sortent de l'école, ils en sortent avec de la reconnaissance pour la République, pour la France. C'est un pays qu'on aime bien quand même en France, notre pays. Donc ça marche plutôt bien. Et je pense que... c'est la fin du livre, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire à la télé ou pas. Ah, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui l'avez écrit. J'en dis un petit peu, mais pas tout alors. En général, on se fait gronder, pour ne pas dire les journalistes, parce qu'on spoil, justement. Donc, je vous en prie. Mais donc, moi, je pense que si on veut refaire le coup des Républicains,
on a tout intérêt à rajouter une troisième vocation. Donc aujourd'hui... Troisième vocation, c'est laquelle? Qu'est-ce qui parle à la jeunesse aujourd'hui? L'école de demain, ça va être quoi? Soit ça va être ce qui ne marche pas, ce qu'on continue à faire aujourd'hui, c'est-à-dire vouloir maintenir le niveau des plus forts à tout prix. Soit ça va être une école qui va rajouter une troisième vocation, tournée autour de l'écologie, du vivant. Voilà, il y a des jeunes aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez du discours d'AgroParisTech. Non. Bon, AgroParisTech, c'est une grande école parisienne, oui, et des jeunes qui reçoivent leur diplôme font un discours en disant écoutez, nous on est les mieux formés, on est l'élite. Par contre, vous nous proposez deux choix, soit travailler pour un système qui nous débecte, soit aller faire pousser des fraises en Ardèche. Et on sait qu'en faisant ça, on ne changera rien au système. Où est la troisième voie? À tous ces jeunes-là, en fait, le ministère de l'Éducation nationale a besoin de l'écologie. Ce n'est pas l'écologie qui a besoin du ministère de l'Éducation nationale pour changer la société. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a besoin de l'écologie pour avoir un débouché à tous ces jeunes-là qui ont envie de ça et à qui il faut dire, pour changer la société, venez dans l'éducation nationale parce que nous avons besoin de toute cette énergie. Est-ce que c'est aussi les européennes, la présidentielle, les législatives, enfin tout ce qu'on a vécu aussi sur le plan politique et de l'engagement qu'on a vu des jeunes sur ce thème qui est l'environnement, l'écologie, la défense de cette planète? Est-ce que c'est ce thème aussi qui fait que, pour vous, il faut aller dans ce sens? Moi, je suis un homme, je suis quand même plutôt de gauche, je suis sensible aux questions écologiques, mais là, quand je viens parler ici, j'essaye simplement de m'intéresser aux intérêts du ministère de l'Éducation nationale parce que je pense que c'est un des piliers de notre République et que c'est important. Donc, au-delà de l'enjeu écologique pour la société, je pense que cette question-là est centrale parce qu'elle parle aux jeunes. C'est pas parce qu'il faut le faire parce que c'est bien. Voilà, les jeunes, ils aiment ça. Donc il faut leur répondre. Et donc une réponse qui permettrait de leur offrir un débouché, mais en plus, avec cette énergie, de pouvoir régler des problèmes sociaux, de pouvoir régler des problèmes pédagogiques. On va rentrer avec une dynamique politique et on va pouvoir améliorer les choses pour les inégalités. On va pouvoir améliorer les choses pédagogiquement parlant. On va pouvoir faire en sorte que l'école soit plus intéressante pour les enfants. Les groupes de niveau, un petit mot, parce que ça fait partie de l'actualité. Il y a eu beaucoup de réformes empilées, et vous le dites, malgré toutes ces réformes, effectivement, ça n'a pas changé. D'ailleurs, les inégalités se creusent davantage. Le niveau, on le voit bien, est assez catastrophique en français et en maths. Ça reste quand même, évidemment, une très bonne école, l'éducation française, mais enfin, il y a quand même quelques soucis. Et les réformes, on le voit, sont certaines à prendre ou pas. Et vous le redites dans votre livre. En revanche, cette histoire de groupe de niveau, ça joue sur l'orientation. Vous parlez d'inégalité, c'est quand même très lié. Oui, complètement. Mais les groupes de niveau, c'est un petit peu de besoin. Oui, non, mais c'est un petit détail pour prendre la question de façon plus large. Qui est plutôt quelle est l'école de demain? Voilà, c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est l'école des groupes de niveau ou les groupes de niveau ils vont permettre de séparer les élèves un peu plus tôt qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui disons qu'ils sont séparés à partir après la troisième. On va avoir ceux qui vont aller vers le bac général et ceux qui vont aller vers les autres filières. Et c'est là qu'on a un tri social. Oui, parce que dire qu'effectivement ceux qui vont en pro sont moins bons, c'est dramatique. Et puis non, mais c'est faux. Ils sont pas moins bons. Exactement. C'est qu'ils ont une intelligence qui est différente. Par contre, c'est là que se jouent les tris des bonnes places dans la société. Voilà. Et c'est pour ça que les jeunes se sentent floués à l'école. Parce qu'à l'école, aujourd'hui, il ne faut pas mentir, c'est là où on se joue les diplômes. Et si on a un diplôme, on aura un métier bien payé. Si on n'a pas de diplôme, on aura un métier difficile. Donc il faut miser sur l'engagement des jeunes. Et aujourd'hui, l'engagement des jeunes, c'est l'écologie. Oui. Il faut que l'école retrouve de l'énergie. Et l'énergie, aujourd'hui, elle est là dans la jeunesse. Merci beaucoup Mathieu Bosque d'être venu sur le plateau du Grand JT. Vous êtes donc l'auteur de « À la recherche des profs perdus », une enquête menée aux éditions de l'Aube, préface d'Alain Bentelila et Philippe Mérieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge,
Ils vous donnent des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques. C'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il y avait pas de jeunes, il y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Amandine Perrault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Amandine. Vous êtes chargée de communication pour les Extraordinaires. Alors, les Extraordinaires, vous allez en parler beaucoup mieux que moi, bien entendu, mais c'est une association qui valorise évidemment les talents, les compétences et qui met en lumière la différence. On aime bien aussi mettre en lumière cette différence et surtout se dire à un moment que c'est plus une différence, mais c'est une inclusion. On est tous finalement pareils. Et vous avez eu cette initiative que je trouve remarquable d'un premier restaurant inclusif. Racontez-moi cette histoire. Comment ça a démarré ? Alors en fait, c'est Flore Lelièvre, la fondatrice, qui était en études d'architecture d'intérieur et qui, comme projet de fin d'études, a choisi de créer en fait un lieu qui, pour une fois, s'adapterait aux personnes en situation de handicap et un lieu où on pouvait créer la rencontre entre ces gens qu'on voit pas encore assez dans la société et le reste de la société, donc nous tous. Et elle s'est dit qu'un restaurant, c'était le meilleur moyen de créer cette rencontre. Il faut savoir que Flore a un frère aîné qui est porteur de trisomie 21, donc elle est touchée directement par le handicap, et donc ça lui tenait à cœur de mener ce projet. Et puis en fait, ça s'est pas arrêté là évidemment, puisque quand elle a présenté son projet de fin d'études aux portes ouvertes, etc., elle a tout de suite fait mouche et les gens étaient très touchés par sa démarche et lui ont dit écoute, ton projet, on va le faire et puis on va t'aider. Donc pendant 1 an, en fait, elle a traversé la France alors qu'elle travaillait en amont en architecture, du coup après son diplôme, et elle a réuni en fait des associés bénévoles qui l'encadrent encore aujourd'hui, qui l'entourent, pour créer le premier restaurant, donc Le Reflet, à Nantes en décembre 2016. Voilà, et puis il y a eu un autre reflet à Paris, c'est ça, en 2019, il me semble. Exactement. Alors, c'est assez génial, évidemment, des salariés en situation de handicap qui sont en CDI. Je crois qu'il y a à peu près 10 salariés, il me semble. Ces salariés travaillent dans une harmonie géniale. Et tout a été ultra pensé parce qu'en fait, vous avez créé des brigades, je vais y arriver, des brigades de restauration pour pouvoir former à la fois ces personnes. Et puis aussi tout ce qui va autour, des assiettes ergonomiques, etc. Racontez-nous. Exactement. En fait, à la base, quand elle a créé Le Reflet, Flore, elle a, comme je vous disais, développé en fait plein d'outils parce que aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a, et encore moins en 2016, il y a 0 formation en fait. Il y a 0 accès à la formation pour les personnes en situation de handicap.
dans la restauration, etc. Donc en fait, toutes les personnes qu'elle a eues au début, en fait, on a dû les former sur le tas. Elle s'est dit, OK, il faut qu'on s'adapte tant avec les assiettes pour faciliter l'appréhension parce que voilà, ils ont selon le handicap, ils ont forcément des petits problèmes de motricité, de motricité fine. Et donc, elle a imaginé une assiette ergonomique avec l'empreinte des mains en fait sous l'assiette. Donc du coup, ça leur fait prendre confiance en eux. Aujourd'hui, je vous avoue qu'on les utilise plus du tout parce qu'en plus elles sont assez lourdes. Mais voilà, ils pouvaient prendre cette assiette avec les deux mains. Il y a aussi la prise de commande qui est différente évidemment des autres restaurants. Au Reflet, c'est les clients qui tamponnent directement leur choix sur des cartes plastifiées et on va numéroter en fait les plats. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous venez au Reflet, un des salariés, un des serveurs vient vous présenter le menu de vive voix. Vous les avez aussi sous les yeux, mais voilà. Et c'est là où en fait c'est très important parce que c'est là où on les met en contact direct avec les clients. Et ensuite, c'est les clients qui tamponnent tant pour les boissons que pour les plats, tout ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, ça facilite la passation d'informations en cuisine, ça réduit la marge d'erreur et ça évite aussi la frustration lorsque il y a des problèmes, soit d'écriture, etc. Et on met ça vraiment de côté. Donc voilà, tout le monde est logé à la même enseigne. De la même manière que la communication des tâches de la journée. On fonctionne avec un petit tableau et donc pareil, on fonctionne avec des pictogrammes. Donc comme ça, chaque salarié le matin sait exactement ce qu'il a à faire. Et du coup, pareil, il n'y a pas de sujet, quoi. Voilà globalement ce que je peux dire sur le restaurant. Après, évidemment, les espaces sont adaptés. Il y a beaucoup de miroirs dans les reflets parce que on voulait qu'à chaque instant, tout le monde dans le restaurant, autant la cuisine qu'en salle, ils puissent se voir. Parce que selon la position du bar, de la cuisine, etc., et ben en fait, visuellement, à tout moment, chacun peut se voir. Il n'y a pas de sujet. Donc, il y a énormément de miroirs un peu partout. Voilà, pour tous les influenceurs qui nous regardent, parce qu'ils adorent les miroirs, ils peuvent aller dans le Reflet. Et voilà, comme ça, ils mettront en valeur les personnes en situation de handicap et cette belle initiative. Je disais qu'il y avait 2 restaurants, mais je crois et je lis que vous avez 18 restaurants en projet d'ouverture, comme quoi ça plaît, comme quoi, effectivement... Non. Pardon ? Non, on n'a pas 18 restaurants en projet d'ouverture. Si Fleur vous écoutait, elle vous dirait « Ouh là là, 2 ? Non, c'est déjà bien. » Alors bon, d'accord. Alors c'est ce que j'ai sur ce petit document, mais c'est pas grave. Ça n'empêche que... Voilà. C'est intéressant. L'objectif, allez-y d'office, c'est l'idée qu'en fait, effectivement, on le fait à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais on le fait aussi et surtout pour les autres. C'est ça qui est génial. Exactement. En fait... au tout début du projet, lorsque le Reflet a ouvert, donc on a eu une énorme couverture médiatique évidemment, je vous avoue que je ne savais pas trop comment gérer ça parce que c'est beaucoup d'un coup pour tout le monde et les gens venaient des 4 coins de la France pour en fait, vivre l'expérience du Reflet et voir comment ça se passait. Évidemment aussi parce que c'était bon, c'est quand même important. Mais voilà, il y avait quand même ce projet social à la base qui était très, très important. Et très vite, on a été contacté par en moyenne, et encore aujourd'hui, un porteur de projet par semaine. Donc au début, on a eu une vague de personnes qui venaient manger et qui nous disaient « Mais moi, en fait, j'ai un projet, sauf que on rentre dans aucune case. Donc faut tout créer. » Aujourd'hui, les restaurants, les Reflets sont en SAS. Il y a plein d'autres modèles économiques aujourd'hui, et heureusement. Donc voilà, donc en fait, on a eu très vite la question de est-ce qu'on peut franchiser, est-ce que vous voulez franchiser ? La réponse de Flore a été non, tout simplement parce qu'elle estime que c'est un projet en fait qui se porte, et encore plus un restaurant, je pense, il y a vraiment quelque chose de ça, qui se porte avec les tripes. Il y a une histoire, et on était au tout début. Donc en fait, il faut aussi avoir la preuve que ça marche. Que le modèle fonctionne avant d'en ouvrir plein, même si en effet ça crée de l'emploi. Mais le but de ces restaurants aussi, c'est que nous, ce qu'on prend en compte beaucoup, c'est le bien-être des salariés. Parce qu'ils soient bien, pour qu'ensuite, voilà, dans leur vie, ça rayonne. Donc dans l'autonomie, dans l'accès au logement, dans la vie sociale de manière générale. Donc en fait, on en a 2. Ça nous paraissait important d'être à Paris parce que pour faire passer un message,
Voilà, Paris, c'est le centre. Voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Mais ce que Fleur a fait en 2020, elle a créé un collectif qui s'appelle les Brigades Extraordinaires. Et donc, le but, c'est vraiment de partager toute son expérience. Elle a créé un livre, etc. De partager toute son expérience à des porteurs de projets ou à des restaurants qui ont déjà ouvert depuis 2016. Donc aujourd'hui, il y a 17 restaurants inclusifs ouverts en France qui ne sont pas le reflet, attention, c'est d'autres, sous plein de modèles économiques différents. Et là, on a 21 porteurs de projets dans le collectif. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est de partager les bonnes pratiques, se donner en fait tous les tips qu'on peut pour avancer au mieux, que ce soit en termes de management des équipes, en termes de communication, comment on communique sur un restaurant et encore plus un restaurant inclusif, parce qu'on peut se faire épingler très vite aussi avec l'utilisation du handicap sur les photos, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets, donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'était vraiment sa volonté de pas vouloir en ouvrir plein et puis de rester dans son truc, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas 18 projets d'ouverture de reflets. C'est 18 projets bien indépendants qui ont leur peu propre importe, vision, l'idée est formidable et elle est là, avec des actions de sensibilisation partout, puisqu'il y a Courir pour l'inclusion, donc vous faites le marathon, aussi une course de voile, de ce que je vois là, un skipper extraordinaire, marcher pour l'inclusion, enfin voilà, et vous allez à la rencontre des employeurs. Donc bravo à l'asso Les Extraordinaires et à tout ce que vous faites pour l'inclusion de manière générale. Merci Amandine Perrault d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. Shirley, une question. Qui sommes-nous vraiment derrière nos apparences? Pas facile d'y répondre. Hein. Un homme qui a l'air hétérosexuel, l'est-il vraiment? Une femme de bonne famille peut-elle avoir envie, au fond, d'envoyer tout bouler, envoyer bouler toutes les normes sociales? Peut-elle avoir envie d'être un homme pour voir ce que ça fait d'être dans sa peau? Voilà quelques questions posées par le pétillant spectacle musical Peau d'homme, en ce moment à l'affiche du Théâtre Montparnasse avec Laure Calamy et les chansons de Ben Mazué, un véritable hymne à la liberté, Shirley. Oui, et il faut dire que la mise en scène de Léna Bréban sert admirablement bien le propos de la BD dont ce spectacle est tiré, la BD d'Hubert et Zanzime parue en 2020, qui s'est écoulée à plus de 200 000 exemplaires. L'histoire de ce best-seller en quelques mots. Nous sommes en Italie à l'époque de la Renaissance et tout commence par un mariage arrangé qui se négocie sous les yeux de la principale intéressée, Bianca, la future promise d'un certain Giovanni. Or, Bianca n'est pas tout à fait comme les autres, pas comme ses amis, pas comme sa mère qui est très conventionnelle, on va dire. Elle voudrait connaître son mari avant de se marier. Je rappelle qu'à cette époque, on n'est pas censé se poser ce genre de questions. C'est là qu'intervient le personnage de la marraine de Bianca qui va lui révéler un secret de famille. Elle possède une peau d'homme. On la voit sur la couverture de la BD. Et cette peau, si Bianca l'enfile, elle pourra devenir un homme et se rapprocher incognito de son mari et en savoir plus sur lui, plutôt utile vu les questionnements de cette jeune fille. Téméraire comme elle est, Bianca va accepter et du coup, elle va devenir de temps en temps Lorenzo. Donc voilà, c'est déjà un hymne à la liberté d'explorer son identité et je peux vous dire que Laure Calamy qui découvre sa nouvelle anatomie, c'est quelque chose, c'est une scène d'anthologie et je ne vous en dis pas plus. Mais elle découvre aussi ce que c'est de se comporter comme un homme avec cette démarche, comme si le sol t'appartenait, lui dit sa marraine. Le ventre rentré, cambré, mais pas trop, tout comme dans la BD d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont lu, ils auront le plaisir de retrouver le texte, en plus du scénario, évidemment, le texte d'Hubert qui est très drôle. Et plus ça va, plus Bianca va prendre goût à cette nouvelle identité, à ce nouveau corps dans lequel elle va se sentir extrêmement libre et elle va nous transmettre une énergie du feu de Dieu. Elle chante, elle saute, elle danse, elle hurle sur scène. Je vous jure que si vous manquez d'énergie en cet hiver, elle va vous en donner tout plein. Il y a une autre comédienne incroyable dans cette pièce, Shirley, c'est évidemment la marraine dont vous venez de parler, qui ne ressemble pas exactement à celle qui est dans la BD. Oui, c'est vrai, et ça fait aussi partie de la liberté d'artiste, et en l'occurrence de metteuse en scène. La marraine de Bianca est un peu plus âgée, elle a une coupe pas très rangée, et puis elle est vraiment
folle dingue, hein, il faut le dire. C'est Samira Sedira qui campe ce personnage qui reste, je dois le dire, très indépendant. Hein, et ça respecte le texte initial, à savoir une femme qui vit seule depuis longtemps parce qu'elle s'est mariée très jeune à un homme très vieux. Léna Bréban, la metteuse en scène, a sans doute voulu explorer autre chose, quelque chose qui fait écho à notre époque, comment on perçoit une femme aujourd'hui qui vit seule à plus de 50 ans, qu'elle regarde elle porte sur elle, etc., etc. Donc liberté d'explorer évidemment son identité à travers ce spectacle, liberté de choisir aussi, hein, ce qui n'est pas rien, à choisir sa sexualité et son genre aussi. Oui, tout à fait, et ce malgré les conventions sociales et le poids énorme de la religion, surtout à cette époque, c'est même de fanatisme religieux dont il est question à travers le personnage d'Angelo, le frère de Bianca, un prêtre catholique extrémiste qui va progressivement diminuer toutes les libertés des gens dans cette cité, notamment des femmes. Et pour ce prêtre, être homosexuel, c'est une véritable perversion. Il les appelle les invertis. Quand il fait ses sermons, ça c'est le moment interactif de ce spectacle. On a vraiment l'impression que c'est pour nous qu'il les fait, nous public, grâce au décor, aux costumes, aux jeux de lumière. Ça le rend d'autant plus effrayant, ce Fra Angelo, superbement interprété par Vincent Vanet. Tout aussi marquante d'ailleurs, ces scènes de liesse avec des hommes qui le soir se déguisent en femmes en dansant à l'abri des regards. Alors comment la musique et la danse viennent donner du relief à ce texte, à la liberté? Oui, parce que mine de rien, le fond de cette BD et de ce spectacle est sérieux et grave. Alors si, justement, dans le livre, la lecture est égayée par les couleurs, le texte qui est très drôle, les dessins, dans le spectacle, c'est grâce à la musique, grâce au chant, qui viennent apporter cette touche de légèreté, de fantaisie. Ça fait toute la différence d'avoir, par exemple, un pianiste sur scène, Clément Simounet. Les chorés sont de Leila K, les chansons, on l'a dit, de Ben Mazué, tantôt des ballades, tantôt des mélodies qui pulsent, tantôt des complaintes ou des ritournelles joyeuses. Alors un peu d'humour et de musique pour faire passer la pilule, c'est un peu ça l'idée, parce que depuis la Renaissance, il s'en est passé du temps. Mais il reste encore des choses à faire du côté de la liberté. Tous ces spectacles en parlent de liberté. Léna Bréban n'a pas choisi Podum au hasard. Écoutez, la metteuse en scène, elle était au micro de Nagui dans la bande originale sur France Inter, mercredi. Pour moi, ça résonne totalement avec ce qui se passe en ce moment à Kaboul, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment en France, où il y a, où l'avortement est remis en cause. Exactement. Où il y a tout un mouvement. Je veux dire, il y a des pays où les homosexuels risquent la peine de mort. Oui, toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, où il y a des jeunes en France qui sont foutus à la porte de chez eux parce que juste ils sont homosexuels. Et moi, j'ai peur d'aller. Heureusement qu'il y a des associations comme Refuge qui les accueillent, qui s'en occupent. Ouais. Et pour moi, c'est absolument insupportable. Sauf que j'aime bien vraiment qu'on se marre, et j'espère que c'est une pièce où on sort avec la banane et on je veux dire, voilà, la preuve maximale, c'est que c'est Laure Calamy qui tient non mais je veux dire, plus la troupe, et ils sont tous formidables, et c'est des gens, j'ai pris des gens qui ont ce sens du burlesque et du comique, mais les fonds sont, le fond est sérieux. Ouais, il est même politique. Il est politique, totalement, il est politique, mais drôle. L'humour, c'est la politesse du désespoir, c'est ce que disait l'auteur Hubert, décédé il y a quasiment 5 ans maintenant. Et la metteuse en scène a ça en commun avec lui, avec l'auteur de cette BD qu'elle a adaptée. Une BD née d'une colère, la colère d'Hubert face aux manifestations contre le mariage gay à l'époque. La bande dessinée aurait dû s'appeler « Débaptisez-moi ». Et à la place, on a eu le droit à un conte. Et après le conte, un hymne joyeux et libre qu'il ne faut pas seulement chanter, mais crier sous tous les toits. Allez voir ce spectacle. Promis, je le ferai. Podum jusqu'au 31 mai au Théâtre Montparnasse à Paris. Bientôt un film au cinéma avec un autre casting. Alors là, c'est Catherine Deneuve et la chanteuse Pomme qui partageront l'affiche. Début du tournage en septembre. Il faudra donc patienter un peu avant de le voir sur grand écran, et on sera là évidemment pour vous en parler. Merci beaucoup Shirley. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Je savais, j'avais une espèce de vague souvenir d'avoir lu que Françoise Dolto, elle n'était pas blanc-bleu sur certaines choses. Mais là, ce qu'elle dit sur ce plateau de télé, c'est monstrueux. Ah oui, cette archive, redites-le-nous. Elle est choquante. C'est tout simplement Françoise Dolto, en 77, sur un plateau de télé un peu équivalent à ici, qui explique tout simplement que, si les parents ont besoin de taper les enfants, qu'ils les frappent, en fait, tout simplement, si ils n'arrivent pas à vivre ensemble, et peut-être que l'enfant, finalement, a besoin d'être frappé. Et on retrouve, beaucoup plus récemment, des vidéos de Caroline Goldman,
qui dit, face caméra, vous punirez vos enfants qu'elle compare à des moucherons ou à des fourmis rouges. Exactement. Et c'était aussi important pour moi qu'on puisse justement avoir cet extrait qui parle d'aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, bon, Françoise Dolto, 70, etc., c'est fini, c'est l'ancien temps. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a encore des figures comme ça en France qui prêchent cette parole et qui prêchent vraiment la violence sur les enfants aujourd'hui même. Alors, figure ambiguë et paradoxale, parce qu'en même temps, ce sont des figures, et c'est le cas de Dolto, si vous posez la question comme ça dans une assemblée, tout le monde vous dira, bah non, elle était pour qu'on écoute les enfants, pour la parole de l'enfant. Elle a justement amené cette révolution-là. Bien sûr, mais c'est aussi ça qui est complexe, c'est que ça s'inscrit en fait aussi dans un contexte générationnel finalement. Elle a fait évidemment des choses, mais derrière, elle a aussi promu des idées qui sont extrêmement problématiques. Et à cette époque-là, la vision de l'enfant était encore plus catastrophique qu'aujourd'hui. Donc c'était juste une question générationnelle. En fait, c'était OK de frapper ses enfants à cette époque-là. Et c'est Gabriel Richard qui en parle dans le film, qui dit en fait, et ça c'est les VEO qu'on peut voir comme un violence éducative ordinaire. Ouais, qu'on peut voir un peu comme un iceberg finalement. Il y a la partie immergée nous on voit. OK, aujourd'hui on n'a plus le droit de taper les enfants. La fessée c'est pas OK. Mais par contre punir un enfant c'est OK. Il y a toutes les parties qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Tu travailles dans l'eau justement. Tu as pu sur le terrain vérifier toutes ces problématiques. Tout à fait. Je vais te raconter une anecdote, parce que je sais que tu aimes les anecdotes. J'adore les anecdotes. Tu aimes les... Alors, peut-être juste avant de parler un peu de la partie école. Alors, je siège à l'Ordre africain des grandes écoles et des universités, donc pas mal actif dans la partie éducation. Tu ne veux pas demander à un gamin d'aller à l'école s'il n'a pas d'eau à la maison. D'abord, il doit aller chercher de l'eau. Donc forcément, il y a une priorité. Tu veux que l'éducation fonctionne, l'eau. Pour revenir à l'anecdote, alors il faut savoir qu'en Afrique, c'est les enfants et les femmes qui vont chercher l'eau. Voilà, c'est leur responsabilité. Il y a une installation qui a été faite dans un village. On dit, bon, ok, hyper content, comme ça les femmes ont accès à l'eau dans leur village et ça leur évite 2 heures. 1 mois après, tout le matériel a été cassé, première fois. Bon. On remet, recassé. Il est où dans le village? Non, en fait, c'est juste que le village n'avait pas de point et que l'eau a été amenée dans le village. Sinon, il fallait aller 1h30 à pied à la source. Waouh, d'accord, ok. Et en fait, il est cassé 2 fois. Et on ne comprend pas, parce que tu as l'eau, enfin, tout devrait être bien. Bien sûr. Et en fait, on n'avait pas intégré une chose, c'est que ces femmes-là nous ont dit, mais vous nous coupez un pan de notre vie. Notre seul moment de plaisir, c'est cette 1h30 pour aller là-bas, 1 heure pour rigoler entre copines là-bas, et 1h30 pour revenir. Donc, on a une demi-journée, on n'a pas nos maris sur le dos, on n'a pas les responsabilités, on ne doit pas faire à manger. Donc, finalement, en ayant l'eau ici, on préfère, entre guillemets, galérer, mais avoir cette bouffée d'oxygène dans un quotidien qui est parfois stressant. Bien sûr. C'est des choses qu'on a intégrées. Donc, alors, l'idée n'est pas de dire, bon, finalement, on vous laisse marcher. C'était plutôt de dire, il faut qu'on puisse remplacer ce moment-là. Donc, haut ou pas haut, tu dois aussi pouvoir vivre un petit peu. Donc, c'est le genre d'anecdote qui fait que la relation à l'eau, elle n'est pas si simple. Lucie était présentée comme l'alternative française, Lisa, à ChatGPT. Et catastrophe. Il y a quelques jours, elle s'est complètement ridiculisée. Quelles étaient, avant de parler de ce qui s'est passé, ses ambitions initiales, Lisa? Alors déjà, il faut rappeler que Lucie, c'est le produit d'une société française qui s'appelle donc l'Inagora, et elle est aussi issue d'un partenariat avec le CNRS, et elle est surtout soutenue par l'État dans le cadre de son plan France 2030. C'était donc une IA, un chatbot, qui était supposé venir, comme vous le disiez, concurrencer ChatGPT et autres chatbots du genre qui ont fleuri au cours des derniers mois, voire des dernières années. Et c'était surtout supposé représenter en fait une alternative au niveau national avec une IA qui porte des valeurs européennes. C'était supposé aussi être une IA, contrairement à ChatGPT ou d'autres, plus transparente et plus fiable. Voilà, donc ça, c'était ses ambitions initiales. Après, les choses ont un peu changé. Effectivement, seulement quelques jours après son lancement, Lucie s'est retrouvée complètement ridiculisée, justement après sa mise à disposition sur Internet des utilisateurs. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles ont surtout été les erreurs majeures qui ont été commises par ces développeurs? Alors, pour revenir déjà sur ce qui s'est passé au niveau dans la pratique. Quand les utilisateurs ont découvert donc, cette nouvelle IA, Lucie, ils se sont retrouvés face à un certain nombre de réponses tout à fait incohérentes, voire
absurde de la part de l'IA qui a clairement fait ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que n'ayant pas forcément les bonnes données, en fait, elle répond complètement à côté de la plaque. Donc on a eu par exemple des diatribes sur ce que sont les œufs de la vache. Ce qui, a priori, n'est pas tout à fait... Non, une vache ne produit pas d'œufs, effectivement. Voilà, on a eu aussi des calculs basiques qui ont eu des résultats complètement faussés. On a eu la racine carrée d'une chèvre est égale à 1. Voilà, toutes sortes d'absurdités. Et en fait, le gros souci, ou du moins, c'est ce que annoncent ces co-créateurs, c'est que tout ça, ça serait dû à une erreur de communication, a priori, puisque, en fait, c'était loin d'être un produit fini, Lucie. C'est un produit qui s'est supposé être open source. Et donc, les cofondateurs espéraient, en mettant en ligne Lucie, en fait, avoir les retours des gens pour améliorer et construire en fait ensemble cette IA. Le problème, c'est qu'en communiquant pas sur le sujet, les gens avaient des attentes bien au-delà de ce que Lucie pouvait... Et le comparer à ChatGPT, presque. Exactement, voilà, c'est ça. C'était les attentes un petit peu qu'on avait, puisqu'effectivement, il n'y a pas eu du tout de communication. D'un système que vous qualifiez dans le film de misogyne, de patriarcal, auquel, et je me demande si c'est pas d'ailleurs Gabriel Richard qui le dit aussi, les femmes participent également, parce que finalement elles sont prises là-dedans. Alors il y a à la fois le fait qu'on élève souvent comme on a été élevé, d'une part, et d'autre part le fait que c'est un système global, et que souvent d'ailleurs les mères s'occupent plus des enfants que les pères, ce qui par ailleurs est un problème pour d'autres raisons, mais voilà. Exactement, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu centrer le film là-dessus, le problème, c'est des questions de domination, tout simplement. C'est ça. Donc c'est au même titre que les femmes vont pouvoir exercer une domination sur les enfants et les hommes vont pouvoir exercer une domination sur les femmes et sur les enfants. C'est ce système de hiérarchie de pouvoir, en fait, qui est problématique. Avec une approche intersectionnelle dans le film, puisque vous montrez que ça croise d'autres violences. Donc c'est là aussi, vous allez me dire, ça recoupe ce que vous venez de dire à l'instant, c'est un film sur les dominations. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire comprendre, ne pas parler, encore une fois, de l'inceste de manière complètement détachée et dire, OK, ça c'est plus possible. Évidemment que non. Mais on sait très bien que, en fait, si on veut prendre ce mal à la racine, il faut vraiment remonter le plus loin possible et essayer de comprendre, en fait, pourquoi aujourd'hui ce système il perpétue ces violences-là et c'est pas juste un problème de quelques personnes qui ont la volonté de faire du mal aux enfants, pas du tout. C'est un système dans lequel on baigne tous et toutes et c'est ces dominations qui s'entrecroisent donc avec sur des questions de race, de classe, de sexe, de tout en fait. On a parlé de Cycle for Water. Là, on a switché, effectivement. Il y a d'autres projets, puisqu'effectivement, tes ambassadeurs avaient fait plus de 100 000 km à vélo. Ils avaient préparé ça pendant plus d'un an. Tu l'as précisé, effectivement, avec plus d'une vingtaine de pays traversés et des souvenirs et des installations, effectivement, qui ont été donc mises en place. C'est quoi Climb for Water? Donc, 4 hauts sommets ou ça a évolué depuis là déjà? En fait, il y en aura peut-être un de plus. On était sûr. Oui, voilà. Bon, on a 4 sur l'affiche, mais je me doutais que ça allait évoluer. En fait, Climb for Water, l'idée c'était les glaciers. Parce que on dit c'est le château d'eau du monde. Il y a des centaines de millions de personnes qui dépendent juste de l'eau des glaciers. Donc l'idée c'était de sensibiliser un petit peu à la fonte des glaciers ou à la montagne. Dire OK, on va essayer de faire une action dans la partie sportive, le challenge, c'est des ascensions, et toujours couplé à des actions de solidarité, d'installation. Donc la première étape est passée puisque Baptiste, qui est un alpiniste français, qui est à Annecy, et Hugo, qui lui est bolivien. Donc 2 alpinistes, et il y a eu 2 ascensions qui ont été faites. Voilà, vous voyez Baptiste. Et donc, et là, il est avec Hugo et Anne, la française qui vit en Bolivie, qui est ambassadrice No Water aussi. Donc là, ils sont à La Paz. Donc il y a eu 2 ascensions qui ont été faites par Hugo et Baptiste. On a monté plus de 3 tonnes, quelques tonnes de matériel à 4000 mètres d'altitude dans un village où il n'y avait pas d'accès. Comment on fait pour acheminer tout ça? Non, en voiture, pick-up, etc. Ah d'accord, j'ai eu peur. Pas le choix. Okay. Non, pas de Baptiste. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Xavier Sanchez, le son Saïd Mamou, Laure Audemont au maquillage, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Ciao.